Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous propose ce matin de suivre deux programmes. Tout d'abord, la conférence de presse de Gérard Larcher sur la réforme institutionnelle. Le président du Sénat a parlé quelques heures après le Premier ministre Édouard Philippe, après que le Premier ministre ait donc dévoilé le calendrier et le contenu de cette réforme. Gérard Larcher a été très ferme. Il ne veut pas soutenir le texte sans garantie sur les droits du Parlement et la représentation des territoires. Cela n'est pas négociable, comme ça c'est clair, c'est dit, a déclaré, vous allez voir, le président du Sénat. Il a néanmoins plaidé pour une position constructive des parlementaires tout en dénonçant un affaiblissement programmé du Parlement et une atteinte au bicamérisme. Voilà, donc tout de suite, on écoute le président du Sénat. Bonjour à tous, merci d'être là. Comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être entendu, le gouvernement vient de déposer en Conseil des ministres son projet de loi constitutionnel. C'est l'aboutissement d'ailleurs d'un projet annoncé par le président de la République au Congrès en juillet dernier. Les assemblées ont accepté de répondre à la demande du président de la République en lui remettant leur contribution. Les groupes de travail de l'Assemblée nationale et du Sénat ont émis des propositions et le 24 janvier, je vous avais remis les 40 propositions du groupe de travail du Sénat. Nous attendons les projets de texte organiques et ordinaires qui devaient être présentés ce matin, qui finalement le seront le 23 mai. Si cette conférence de presse et ce point presse est consacré au texte relatif à la révision constitutionnelle, je répondrai bien sûr aux questions sur les deux autres volets, notamment le droit électoral et la juste représentation des territoires, mais les textes sont encore au Conseil d'État, il faut naturellement regarder ça avec la prudence et la distance nécessaires. Devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, le président de la République affirmait, et je le cite, qu'il n'est pas de république forte sans institutions puissantes. Il assurait par ailleurs que la révision constitutionnelle ne pouvait avoir, et je le cite, pour but de nourrir cet anti-parlementarisme ambiant. Je ne pouvais qu'être d'accord avec ces déclarations. C'est pourquoi je me suis toujours montré ouvert à la révision, en y mettant notamment deux conditions, et nous parlons de révision constitutionnelle, le respect des droits du Parlement et la juste représentation des territoires. Si les dispositions qui concernent la Cour de justice de la République, le Conseil supérieur de la magistrature, la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel ne présentent pas de difficultés majeures, je constate que le texte qui nous est soumis ne correspond pas à l'esprit de la déclaration du Congrès, et ce, malgré l'alerte que j'ai adressée au président de la République par courrier le 17 avril dernier. Il ne correspond pas non plus à la tonalité des échanges que j'entretiens avec le gouvernement depuis le Congrès et qu'un certain nombre de responsables de groupes politiques ici entretiennent avec le gouvernement. Au-delà des mesures à forte visibilité qui ont focalisé l'attention, interdiction du cumul dans le temps, réduction du nombre de parlementaires proportionnel, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un projet de révision constitutionnelle se propose de faire régresser les droits du Parlement. Il porte atteinte à des droits et des principes essentiels et par-delà à l'équilibre des pouvoirs, principe auquel je tiens tant. Je pense au droit d'amendement, à l'ordre du jour partagé et bien sûr au bicamérisme. Je crois pour ma part, de par mes convictions politiques profondes, à la nécessité d'un exécutif fort. Je crois aussi qu'un Parlement fort est indispensable à un exécutif fort. C'est le fondement d'une démocratie représentative et équilibrée, et le non-respect de ce principe pourrait conduire à un déséquilibre démocratique. Un gouvernement qui ne soit pas attentif à la représentation nationale,
Un gouvernement qui ne soit pas canalisé, parce que c'est le rôle du Parlement dans la production législative, un gouvernement qui soit moins soumis au contrôle du Parlement, ce serait un gouvernement qui fragiliserait en fait la crédibilité de son action. Préserver les pouvoirs du Parlement, c'est préserver les fondements de la démocratie représentative. Affaiblir le Parlement, c'est risquer de déplacer le débat dans la rue. Quelles sont donc les dispositions proposées qui affaiblissent cet équilibre démocratique que je viens d'évoquer? Le sujet peut paraître un peu technique, et pourtant il est fondamental. Un parlementaire ne pourrait plus déposer d'amendements sans lien direct avec le texte examiné, et ce, dès la première lecture. C'est l'article actuellement qui porte le numéro 45 de la Constitution, et qui est l'article 3 du projet de loi tel qu'il vient d'être arrêté par le Conseil des ministres. Une telle règle briderait de manière excessive, nous semble-t-il, le droit d'amendement des parlementaires. Et paradoxalement, elle porterait également une atteinte au droit d'amendement du gouvernement, qui dispose aujourd'hui en première lecture d'un instrument qui lui permet des ajustements et des ajouts parfois utiles. Très vite, il reviendrait à multiplier les textes fourre-tout portant diverses dispositions pour garder une marge de manœuvre. C'est exactement l'inverse de l'objectif que je crois nous poursuivons tous ensemble, celui de l'efficacité des procédures et de la qualité de la loi. Je vais prendre deux exemples. Si une telle règle avait existé. Tout d'abord, dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, je parle de textes récents, un amendement du gouvernement en première lecture, avec un lien direct, a permis de viser à protéger l'identité des membres des forces spéciales et des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Premier exemple. Deuxième exemple. Dans la loi dite pour la confiance dans l'action publique, un amendement du rapporteur du Sénat a posé la question du statut des collaborateurs parlementaires. Il y a d'autres exemples, mais je prends ces deux-là parce qu'une fois c'est le gouvernement et une fois c'est tout simplement le rapporteur de la commission. Second point, le gouvernement, dans sa proposition, porte atteinte à ce qui fait l'intérêt du bicamérisme et qu'on appelle depuis toujours la navette parlementaire. La navette qui permet de tisser la loi. C'est l'article 5 de son projet de loi. La navette est une des conditions de la qualité de la loi. Elle n'est pas du temps perdu. Son objectif est de permettre l'enrichissement des textes pour une seconde lecture. Je constate qu'en l'état de la rédaction, que le gouvernement, d'ailleurs, de la rédaction d'aujourd'hui, est très satisfait de pouvoir compter sur la lecture du Sénat sur la réforme de la SNCF. D'ailleurs, je vous renvoie aux propos du Premier ministre le 7 mai dernier. Et j'aurai d'ailleurs, avant cette fin d'après-midi, contact avec deux responsables syndicaux majeurs, parce que naturellement, c'est le rôle du Parlement de prendre en compte un certain nombre de propositions. Je voudrais simplement rappeler que depuis juin dernier, même dans des textes sur lesquels nous n'avons pas été d'accord, au total, plus de 50% des amendements du Sénat se sont retrouvés dans la loi. C'est quand même qui devait être utile. Selon la rédaction qui nous est proposée, les députés ne se prononceraient à aucun moment de la procédure législative sur le texte adopté par le Sénat, en cas de désaccord, sauf sur les textes relatifs aux collectivités territoriales. Il donnerait en réalité des pouvoirs législatifs à la seule Assemblée nationale et à sa majorité, où le fait majoritaire, c'est ainsi, domine. Mais les députés ne disposeraient alors véritablement du droit d'amender qu'en première lecture, puisque lors de la lecture définitive, aucun sujet nouveau ne pourrait être amené dans le débat sans l'accord du gouvernement. Et vous voyez qu'on porte aussi atteinte au droit d'amendement.
des députés dans le cadre de la navette. Conjuguée à la restriction du droit d'amendement dès la première lecture, que j'évoquais tout à l'heure, cette procédure ne peut être interprétée autrement que comme une forme de mise sous tutelle du pouvoir législatif. Le troisième sujet concerne l'ordre du jour, article 8 du projet de loi. Comme le gouvernement, je pense qu'il faut examiner les problèmes que soulève l'organisation de l'ordre du jour. Nous y sommes ouverts. Nous en avons d'ailleurs débattu avec François de Rugy et avons proposé des pistes pour une meilleure organisation. Mais pas en sacrifiant le principe de l'ordre du jour partagé, qui est d'ailleurs un acquis majeur de la révision de 2008. Le projet de loi crée une nouvelle super priorité gouvernementale. Et en fait, quand on additionne l'ensemble des priorités et ces super priorités, ça fait 90% des textes qui relèvent de la super priorité. Même le Conseil d'État, dans sa prudence, partage cette analyse. Ce texte porterait atteinte également, et c'est ma responsabilité de président de l'Assemblée, aux droits des groupes minoritaires et d'opposition, puisque le temps dévolu à l'initiative parlementaire serait en fait considérablement réduit. De surcroît, le texte proposé permettrait l'émission du gouvernement dans les semaines de contrôle. Pour résumer, on conditionne le droit d'amendement, on vide de son utilité la navette parlementaire, on préempte l'ordre du jour. Je ne vois pas comment on peut nous expliquer que ces dispositions ne vont pas dans le sens de l'affaiblissement du Parlement bicaméral et de la reconcentration du pouvoir par l'exécutif. Je vous invite à revoir la dernière séquence de l'examen du projet de loi Asile et Immigration débattu à l'Assemblée nationale. Pas un seul amendement de l'opposition repris et exclusion du groupe majoritaire du seul député qui a osé voter contre le texte. Ça promet. Bien sûr que la procédure parlementaire doit être plus fluide. Bien sûr qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs mieux travailler. Au Sénat, nous avons déjà engagé des réformes d'irrecevabilité qu'on retrouve dans le texte au titre de l'article 41. Je vous rappelle que quand une disposition proposée a un caractère soit réglementaire ou non normatif, le président, et je l'ai appliqué depuis plus de 3 ans, parfois avec quelques réactions, d'une manière significative. De même, la mise en œuvre sans concession de l'article 45 en une année, près de 310 amendements se sont vus écartés de par cette procédure. De même, nous avons engagé la suppression des lois obsolètes et inutiles dans une opération qui porte un acronyme Bureau d'annulation des lois anciennes et inutiles, alias BALAI, qui est en cours et dans lequel le Bureau, dans quelques semaines, aura une communication. On peut aller plus loin. C'est le sens des propositions que les deux assemblées ont formulées pour mieux faire la loi, mais aussi mieux contrôler le gouvernement. Et je ne parlerai que du Sénat. Il s'agit de renforcer le contenu des études d'impact, souvent indigentes, s'appuyer sur des moyens d'expertise indépendants. D'ores et déjà, le Sénat a prévu dans son budget 2019 des moyens financiers pour des études indépendantes d'expertise, que ce soit avec les universités, les grandes écoles ou des cabinets spécialisés, qu'il s'agit de doter le Parlement de saisir le juge administratif quand le gouvernement tarde ou oublie de sortir les décrets d'application, quand il s'agit de renforcer le contrôle parlementaire des nominations faites par l'exécutif. Nous avons également fait des propositions qui concernent l'exécutif. Obligation d'une composition paritaire du gouvernement, diminution du nombre de ministres, encadrement du recours aux ordonnances, cadrage du temps de parole comme pour les parlementaires, du temps de parole du gouvernement, et aussi, comme pour les parlementaires, un cadrage du droit d'amendement. C'était d'ailleurs dans les propos du président de la République lors du Congrès à Versailles au début du mois de juillet dernier. Rationaliser la procédure ne doit pas
conduire à détériorer la qualité de la loi ou à réduire les activités de contrôle. Aujourd'hui, à cette heure, je demeure ouvert à une réforme utile à la France. Le temps du débat parlementaire est maintenant arrivé. Et le pouvoir constituant appartient au Parlement et à lui seul. Le débat qui s'engage démontrera que le Sénat et l'Assemblée nationale sont force de proposition pour faire évoluer la Constitution avec comme seul objectif l'amélioration de la loi, de la procédure législative et du contrôle et en quelque sorte un progrès démocratique, y compris dans la relation avec les citoyens. Mais ce ne sera jamais au détriment des droits du Parlement et de la démocratie représentative, et cela n'est pas négociable. Comme ça c'est clair, c'est dit. Avant vos éventuelles questions, et je n'aborderai aujourd'hui que les questions relatives à la révision constitutionnelle et institutionnelle, je voudrais peut-être vous dire un mot des avant-projets de textes ordinaires et organiques, même s'ils sont toujours en cours d'examen, comme je le disais, il faut sur ce sujet avoir la distance nécessaire. J'évoquerai ces sujets à nouveau après le Conseil des ministres le 23 mai. Ces textes sont essentiels pour le Sénat, mais plus largement déterminants pour le pays, car ils touchent à l'équilibre des territoires et là aussi à l'équilibre des pouvoirs. Le Sénat, je le rappelle, ne s'inscrit pas dans le fait majoritaire et ne répond pas aux mêmes logiques, d'ailleurs institutionnelles et électorales, que l'Assemblée nationale. Je ne vous renverrai pas au discours de Bayeux de 1946, mais c'est quand même là que sont les fondements du bicamérisme. Alors que le président et l'Assemblée sont élus, et le gouvernement nommé en quelques mois et pour une durée identique, lui, le Sénat, est élu, je le rappelle, par moitié, à une période qui est autre que l'élection présidentielle, pour un mandat de 6 ans et par un électorat différent, ce qui induit sa singularité. C'est d'ailleurs cette singularité qui lui permet de jouer un rôle stabilisateur dans les institutions, d'être un contre-pouvoir, mais jamais un anti-pouvoir, quelles que soient les règles de majorité. Les avant-projets, tels qu'ils sont déposés, remettent en cause plusieurs éléments fondamentaux. Je reviens d'abord sur un sujet qui m'est très cher, le territoire, l'ancrage départemental des sénateurs. Il est aujourd'hui garanti dans la loi organique. Les textes tels qu'ils sont déposés au Conseil d'État le rétrogradent en loi ordinaire. Et pourtant, le département, c'est la clé du maintien du lien avec les territoires à l'heure du non-cumul. Qu'il soit clair, je ne doute pas que le Sénat, c'est pour ça que je le renvoie à la Constitution, proposera de l'inscrire dans la Constitution. Le renouvellement partiel. Depuis la Troisième République, le Sénat est renouvelé partiellement pour garantir sa stabilité et son rôle modérateur. Le gouvernement propose, en l'état actuel du texte, de contrevenir à cette règle en prévoyant un renouvellement intégral en 2011. Et pour cela, il modifie par 3 fois le calendrier des élections sénatoriales. Mais c'est contraire à la Constitution qui prévoit un renouvellement partiel. Je vous renvoie aux articles 25, 32 et 68-2 de la Constitution. Et je vous renvoie à une loi organique spécifique au Sénat qui précise à son article LO 276 du Code électoral que le renouvellement est partiel, au titre de la continuité d'ailleurs des institutions. Cela, dans l'hypothèse où ceci perdurerait, ne serait pas acceptable. Voilà, mesdames et messieurs, au-delà de l'aspect constitutionnel, ce que je pouvais vous dire, et je suis à votre disposition, mais vous avez bien compris, je demeure ouvert à la condition que ça ne soit pas inacceptable. Donc la question, ce sont les droits du Parlement et la représentation territoriale, qui pour moi sont essentiels. Nulle porte n'est fermée, mais encore faut-il que dans la perspective de la porte,
Il y a un Parlement fort, une institution forte pour un exécutif fort. Je suis prêt à répondre à vos questions sur ces sujets. Bonjour. Saveria Rojek, Public Sénat. Sur le renouvellement intégral en 2021 du Sénat, vous venez de le dire, une telle décision ne serait pas acceptable. Que comptez-vous faire réellement pour vous y opposer? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Quel calendrier peut-être? Non, tout simplement d'appliquer la Constitution. L'article 25 dit qu'une loi organique fixe les conditions dans lesquelles a lieu pour les députés le renouvellement général et le renouvellement partiel. Vous l'avez dans vos fiches. Donc ce n'est pas des sujets négociables, pardonnez-moi. Ou alors on modifie la Constitution, mais ça devra être avec l'aval du Sénat. Mais on poserait une atteinte très forte à la notion de continuité de l'État. Et on ne peut pas jouer avec ces choses-là. On n'est pas dans un jeu, là. On n'est pas dans du donnant-donnant. On est sur quelque chose de fondamental par rapport à nos institutions. Bonjour, Isabelle Fitzek pour Les Échos. Comment vous expliquez alors que le gouvernement propose ce renouvellement intégral? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a envie, pardonnez-moi l'expression, mais de se payer le Sénat et sa majorité actuelle? Ou est-ce que c'est selon vous un élément de négociation, une menace, un espèce de coup de bluff? Il n'y a rien à négocier là-dessus. Simplement, la préoccupation qui n'est pas illégitime, c'est le respect du principe des 3/5. Pour tout vous dire, comme je ne suis pas resté sans contact, c'est un sujet que le président de la commission des lois du Sénat a d'ailleurs prévu. Vous me permettrez que le moment venu, quand il lui soit transmis le texte, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, mais il y a des solutions, parce que si la préoccupation du gouvernement, qui n'est pas illégitime, de l'équilibre des 3/5, parce que je ne demande pas un déplacement des équilibres institutionnels, je suis pour un bicamérisme inégal, sauf pour protéger la Constitution. Et la règle des 3/5 est une réalité. Je ne demande pas qu'on la bouge. C'est très simple. Il existe des dispositifs transitoires qui peuvent être mis dans la Constitution et qui permettent de répondre à la règle des 3/5. Donc si l'intention est pure, nous avons la purification au travers d'un amendement qui sera présenté au Sénat. D'autres questions? Oui? Yannick Halimi du Parisien. Pour que les choses soient plus claires, plutôt que de prendre en creux la réforme, est-ce que vous pouvez nous la donner en bosse, si je puis dire? C'est-à-dire sur quel point vous êtes d'accord? Bon, sur un certain nombre de points. Explicites. Je l'ai dit au début, CSM, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de justice de la République, Conseil constitutionnel, d'aborder la question de la différenciation territoriale avec la réserve que nous pouvons avoir sur la Corse, par exemple. Sur tous ces sujets-là, nous sommes ouverts naturellement à la discussion modernisée. Par exemple, nous avons décidé, avec le président de Rugy il y a quelques semaines, d'examiner un certain nombre de points pour faire mieux la loi. Parce que c'est le sujet sur les droits du Parlement. Par exemple, on s'est mis d'accord sur le principe qu'il faudrait discuter en navette comment on prépare mieux la loi en amont. Avant, d'ailleurs, son dépôt au Parlement, par une vraie planification des travaux législatifs. Nous avons proposé de soumettre le gouvernement aux mêmes exigences que les parlementaires dans la discussion de la loi. Nous avons aussi proposé de renforcer les moyens de contrôle du Parlement en lui donnant la possibilité de placer des administrations à sa disposition. Par exemple, la proposition de François de Rugy, France Stratégie, mais aussi la possibilité d'études extérieures. Ce que nous ne voulons pas, c'est la réduction du droit d'amendement. Ce que nous ne voulons pas, c'est une navette qui soit vidée de sens. Ce que nous ne voulons pas, c'est interdire aux parlementaires de déposer des amendements, et au gouvernement d'ailleurs, qui auraient un lien indirect. Je vous ai donné 2 exemples, il y en aurait bien d'autres. Mais ça n'est pas... C'est institutionnel. Nous nous sommes mis d'accord avec le président de la République. Vous dire que la proportionnelle me transporte pour les députés serait un abus de langage. Je suis favorable au scrutin majoritaire. Mais nous sommes retrouvés autour du thème de 15. La question du nombre, elle est une question de représentation du territoire.
dans l'état du texte tel qu'il est au Conseil d'État, mettre la tranche autour de 435 000, ça veut dire qu'un département de moins de 435 000 habitants n'aura qu'un seul député. Je prends cet exemple. Est-ce que vous pensez... Ce matin, je posais la question à un département voisin. Je disais à un parlementaire, il fait combien ton département? Aujourd'hui, il y a 3 parlementaires. Il me dit 420 000. Ben, je dis, tu seras tout seul. Et je pense que ça pose une question de la proximité du citoyen. Et que nous allons d'ailleurs, d'autres avaient proposé la réduction, y compris dans la concurrence, comme on dit, par rapport à l'élection présidentielle, y compris des candidats qu'on a pu soutenir les uns ou les autres. Le sujet, pour moi, du nombre, est de dire à quel niveau on a une représentation convenable et à quel niveau on permet la représentation des territoires. Deuxième des choses, et le président de la République, dans un échange avec moi, m'avait dit qu'il s'était prêt à examiner, je ne doute pas que ce sera examiné. Nous avions déposé avec Philippe Bas une proposition de loi constitutionnelle qui a été adoptée par le Sénat pour sortir, dans le cadre de la représentation des territoires, de la seule logique démographique. C'est un peu technique, ce qu'on appelle le tunnel des plus ou moins 20%. Et donc de permettre que les territoires soient représentés, pas simplement en fonction de critères démographiques, mais en fonction du territoire qu'ils représentent, tout en ayant, moi, la préoccupation que les territoires les plus riches en démographie ne soient pas oubliés dans la répartition. Voilà pourquoi je ne fais pas du chiffre 244 un chiffre sacré, je l'ai redit au président de la République, et je pense que ce qui compte, d'abord dans une démocratie, c'est de trouver les bons équilibres entre la représentation des citoyens, un ou une élue, et la représentation des territoires en ce qui concerne le Sénat. Oui, on vous a volé le micro. Ouais. Attendez, il y avait là, je crois, désespérant. Oui. Et Yannick Fall, France Info, que répondez-vous aux Corses qui dénoncent une révision constitutionnelle à minima, vous qui avez notamment plaidé pour une non-fragmentation de la République? La même chose. Je suis à chaque fois sur la différenciation. On ne s'interdit pas d'examiner la situation insulaire de la Corse. Mais en même temps, une République indivisible et une République où le pouvoir d'adaptation, parce que la réforme de 2002 n'a pas fonctionné, et nous sommes sans doute en partie responsables de ne jamais avoir écouté ce que l'Assemblée de Corse demandait au gouvernement et au Parlement, mais de le faire sous le contrôle du Parlement. Oui, là vous voulez vraiment pas lui donner le micro. Ça doit être en plus pour une question hors du texte, alors allons-y. C'est lié au texte. Bonjour, Paul Larougie au quotidien. Vous semblez en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble un Gérard Larcher en colère? Et vous semblez considérer que le texte est provisoire. Vous écoutez, vous dites c'est non négociable, mais par exemple le droit d'amendement a l'air définitif. Ça a été présenté très officiellement ce matin au Conseil des ministres. Donc est-ce que vous dites clairement à Emmanuel Macron, non, vous devrez passer par un référendum sur ce point-là? Merci. Je ne suis pas en colère. Pas du tout en colère. Je suis déterminé. Si la détermination et des convictions fortes vous paraissent de la colère, alors mon image ronde, il faut la revoir. Je suis déterminé sur les droits du Parlement. Et je suis certain que ça dépasse tous les clivages, ici, politiques, sur les droits du Parlement. C'est en effet une affaire extrêmement sérieuse. Et pardonnez-moi, le sujet, ce n'est pas de manier ou non le référendum. Je crois que le Premier ministre était assez clair ce matin. Il s'agit de la France. Il s'agit du fonctionnement de sa démocratie représentative. Il s'agit de la relation entre les citoyens et ceux qu'ils mandatent pour les représenter. Et c'est donc un sujet sérieux. Donc je ne suis pas en colère, mais déterminé. Anne-Pascale Reboul, AFP. Est-ce que vous pensez possible sur le projet de loi constitutionnel d'arriver à voter le même texte que l'Assemblée? Est-ce que vous pensez aboutir plutôt à un texte conforme? Et est-ce que vous faites finalement de l'ensemble des textes avec le projet de loi organique et ordinaire un paquet? Est-ce que c'est tout ou rien? Voilà, comment vous voyez les choses? Le président de la République s'est engagé à ce qu'on ait les 3 textes en perspective. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi
sur les textes aujourd'hui à l'examen du Conseil d'État, je n'ai pas eu qu'une prudence de langage. J'attends de voir les textes, j'attends de voir les propositions du gouvernement, et l'ensemble est un équilibre. Mais je le dis, sur les droits du Parlement et le territoire, il n'y a pas de négociation. Il y a une discussion, il y a un échange. C'est ce que nous allons avoir avec l'Assemblée nationale. Et je ne doute pas que nous puissions avoir un dialogue avec l'Assemblée nationale. J'ai cité tout à l'heure, en vous répondant, quelques-uns des points sur lesquels nous étions en train de travailler, de converger. Il n'y aura naturellement pas le même texte après la première lecture, d'autant plus que je sens monter d'autres sujets. Le sujet de la parité. D'ailleurs, le Sénat propose une parité dans la Constitution au gouvernement. Mais je sens d'autres sujets paritaires monter. Je sens aussi parfois à l'Assemblée nationale les questions du climat, vouloir être déplacées, de numéros. Il y a des sujets comme ça, et il y aura un dialogue. Nous avons la chance, ici, je dois dire que nous avons travaillé collectivement, tous les groupes politiques. Et d'ailleurs, je réunis la semaine prochaine le groupe de travail pour pouvoir examiner ce texte, en même temps un certain nombre d'autres éléments que j'ai à transmettre plus personnellement aux membres du groupe de travail, mais aussi en transmettant au président de la commission des lois le texte, d'avoir les éléments de ce qui peut être la construction collective du Sénat. Je pense que sur les droits du Parlement, nous aurons une construction assez convergente. Je pense que sur la représentation du territoire, nous aurons une représentation assez convergente. Il y aura d'autres points sur lesquels il y aura des différences, et il y aura des ajouts, mais je crois que si les choses ne devaient pas aboutir, la responsabilité ne sera pas ici. Parce que je les ai invités lundi, qu'il y a cet après-midi 2 heures de débat, que par exemple, il ne croyait pas qu'il y avait une surinterprétation à faire. Je suis naturellement en lien assez étroit. Vous avez le président du groupe de l'Union centriste, le président des Indépendants, le président du groupe des Républicains est là. Ce matin, j'ai fait le point avec le rapporteur, le futur, qui n'est autre que le président de la commission des lois, avec le rapporteur du groupe de travail. Et naturellement, je tiens à informer tous les groupes politiques. Vous savez, ici, les choses sont assez simples. Charlotte Gauthier pour Radio Classique. 2 questions sur le renouvellement intégral du Sénat en 2021. La première, c'est est-ce que le président ou l'exécutif ou qui que ce soit du côté du gouvernement, vous l'avez clairement évoqué lors de vos conversations? Et pardon, la deuxième, est-ce que j'ai bien compris que c'est contre la Constitution et que c'est là-dessus que vous vous basez pour dire que vous êtes contre, mais est-ce que vous y voyez, est-ce que vous pouvez nous le dire clairement, une manipulation politique? Merci. Oh, je ne fais jamais d'accusation de manipulation. D'abord, pour manipuler, il faut qu'on soit manipulable. Et sur ce sujet, assez difficile. Non, ça n'était pas dans les sujets que nous avions discutés. Et nous savons d'ailleurs que le laboratoire qui a reçu commande l'a reçu plus tardivement. Pour m'en être entretenu hier avec le Premier ministre auprès de l'Arc de Triomphe, je lui ai dit que ce serait un triomphe limité si ça devait perdurer. Et donc voilà. Attendez, il y avait d'autres. Oui. Oui, bonjour, François Vignal de publicsénat.fr. Je reviens sur la baisse du nombre de parlementaires. Avec 244 sénateurs, il y aurait quasiment un département sur 2 avec un seul sénateur. Est-ce que ça, c'est acceptable pour vous? Non. Alors, il faut arriver à combien? Vous voyez, ben, c'est bien pour ça que c'est le seul point sur lequel nous n'étions pas sortis avec un accord. C'est pour ça que l'utilisation de la référence, de la proposition de loi Bas-Larcher, c'est rare qu'un président du Sénat dépose une proposition de loi, il y a maintenant 3 ans, qui a été adoptée par le Sénat à une très très large majorité, est une base de discussion pour trouver les bons équilibres. Oui. Bonjour, Quentin Vasselin, Sud Radio. Je vais être un peu hors texte, je suis désolé. Vous avez dit lundi, vous avez voulu dire que le dialogue social sur la SNCF pourrait se poursuivre au Sénat.
pour améliorer le projet de loi. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez plus globalement de ce projet? Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rendez-vous avec téléphonique, puis ensuite technique, avec un certain nombre de responsables syndicaux. On va tout simplement faire ce que le bicamérisme doit faire. Nous avons déjà voté une proposition de loi déposée par M. Moret, rapportée par M. Gérard Cornu, pardonnez-moi, c'est le côté césariste qui l'emporte, ou le Bordeaux. En tous les cas, nous allons jouer notre rôle d'Assemblée. Et d'ailleurs, le Premier ministre a dit il faut qu'au texte au Sénat, on puisse avancer. D'ailleurs, il a sollicité le bicamérisme, qui me semble une réaction que je partage du Premier ministre, et je pense que c'est tout simplement le fonctionnement naturel du bicamérisme. Mais j'ai dit que j'étais pour la réforme de l'entreprise, que j'étais pour la réforme de la gouvernance de l'entreprise, que j'étais ouvert pour l'ouverture à la concurrence, on l'a déjà voté au Sénat, et que la question du statut des nouveaux entrants devait faire l'objet d'une nouvelle convention collective. Et que sur la question de la dette, il fallait qu'on s'absorbe la dette. C'est pas tout à fait dans le texte, donc je vous mets fait un écart, sauf que ça montre l'intérêt du bicamérisme. Oui, dernière, ceux qui n'ont pas posé de questions encore. Attendez, Public Sénat? Si, vous vouliez? Non, non. Madame, pardon, vous parlez beaucoup du maintien de la défense du bicamérisme. Vous pensez qu'il y a vraiment des gens bien placés qui souhaiteraient la fin du bicamérisme à court ou moyen terme? On a l'impression que c'est toujours une tentation, c'est surtout son affaiblissement. Je rappelle que ça a été une tentation il y a longtemps. Après, il n'y a pas si longtemps que ça? Si, enfin, il y a longtemps. Il y a eu tentation. Monsieur Bartolone, c'est pas il n'y a pas longtemps. Non. Il y a eu une tentation en 69 et Claude Bartolone, c'était un rêve. Ah bah oui. Mais... C'était un rêve, mais qui n'est pas devenu réalité. Non. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes nominativement parlant? Moi, je fais de procès d'intention à personne, mais vous savez, tout pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir, mais il est rare qu'il le suscite d'une gaieté de cœur absolue. Et c'est vrai pour toutes les sensibilités politiques. Oui. Je retiens que vous n'êtes donc pas en rondeur. Ça, d'ailleurs, très bonhomme, en fait, vous n'êtes pas en rondeur du tout. Est-ce que vous avez des contacts directs avec le chef de l'État sur cette question de la Constitution? Bien sûr. Et lesquels, du coup? Bien sûr, et je continuerai à en avoir. Excusez-moi, je ne donne pas mon agenda sur le sujet, mais j'en ai parce qu'il est naturel que nous ayons un dialogue entre le chef de l'État et moi-même sur des questions de cette nature. Nous sommes aussi une république apaisée, une démocratie apaisée. Et donc, j'ai des contacts sur ces sujets avec le chef de l'État. Je ne vais pas vous dire le contraire. Réponse oui. Voilà donc pour cette conférence de presse de Gérard Larcher sur la réforme institutionnelle. Un tout autre sujet maintenant, un débat sur l'Union européenne face au défi de la sécurité des migrations et des frontières, un débat demandé par la Commission des affaires européennes du Sénat. Et vous allez le voir, les discussions se sont très vite focalisées sur les questions d'asile et d'immigration alors que la nouvelle loi controversée vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions également sur la position de Bruxelles sur ces thèmes. Et puis sur la difficile question des Dublinés, l'accord avec la Turquie et enfin le budget européen, un budget en discussion actuellement. Voilà donc tout de suite direction l'hémicycle. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que le solde migratoire est l'élément principal de la croissance démographique européenne à partir de 1990, nous pouvons affirmer que les conflits, les persécutions et la migration sont devenus depuis 2015 un défi pour l'Union. Sauver des vies, aider conjoncturellement les pays de transit importants à réduire les flux de migrants. L'enjeu est de taille et a imposé du pragmatisme. Accord 1 pour 1 de mars 2016, signé avec la Turquie, permettant à 700 000 personnes de bénéficier d'une protection au titre de l'asile et la mise en place d'un flux contrôlé de migrants à mer Égée, aménagement ponctuel à la libre circulation, création de hotspots, refondation de l'agence Frontex. Je veux le dire avec solennité, sans verser dans l'angélisme, sans promettre ce que nous ne sommes pas en mesure d'assumer, nous avons
un devoir d'humanité. Mais nous devons être fermes sur nos frontières. Mes propos peuvent choquer, heurter, je le conçois. Mais reconnaissez que nous ne pouvons plus nous contenter de discourir et d'user des faits de verbes pour éluder la réalité. Il est urgent de rappeler l'existence de nos frontières, non pas pour les transformer en barricades, en murs infranchissables, mais pour nous donner les moyens d'accueillir les migrants déracinés dans des conditions dignes. Personne ne peut accepter les conditions de vie des migrants campant dans les parcs, devant les porches d'immeubles, sous les ponts du métro parisien, abandonnés et sans soutien. Nous devons être fermes avec les passeurs qui organisent sans vergogne le déplacement de femmes, d'enfants et d'hommes en mer Méditerranée, puis les laissent au hasard des chemins de montagne sans le moindre respect. Nous devons être fermes avec ceux qui cherchent à se substituer à l'État en organisant de façon empirique et médiatique un contrôle aux frontières. Madame la ministre, ma question est simple. Après le constat d'échec du règlement Dublin III, pouvez-vous nous assurer de la réalité d'une politique commune concernant la question migratoire, alliant fermeté, devoir d'humanité et poser un état des lieux des politiques migratoires? Merci. Merci, chers collègues. Il n'y aura donc pas de réplique. Madame la ministre, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Guerini, vous l'avez rappelé, l'Europe, depuis 2015, a pris un certain nombre de mesures. Vous avez rappelé la facilité mise en place avec la Turquie pour le financement des efforts déployés par ce pays qui est celui qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde. Ces efforts se montent à 3 milliards d'euros. La plupart de ces 3 milliards d'euros ont été contractualisés et nous travaillons à la poursuite de l'effort versé par l'Union européenne à destination de la Turquie. Suite du sommet de La Valette, nous avons mis en place une facilité fiduciaire d'urgence vis-à-vis des pays d'origine des migrations pour aider à la mise en place de projets qui permettent d'offrir un avenir, en particulier en matière d'éducation, de formation et d'emploi aux jeunes qui sont à la fois les plus dynamiques et les plus tentés par l'exil. Nous devons aussi, et c'est ce que nous faisons, travailler avec les pays d'origine pour mieux assurer le retour et la réadmission des migrants économiques illégaux. Nous le faisons à la fois avec des mesures incitatives, avec la mise en place de ces projets de développement, mais aussi dans la discrétion, bilatéralement, et en ne le portant pas sur la place publique, dans des discussions avec chacun de ces pays, pour nous assurer que les mesures de réadmission soient facilitées. Elles ont été trop longtemps rendues difficiles par des résistances et des obstacles. Nous le faisons entre pays membres de l'Union européenne et avec les pays d'origine des migrations. Vous avez aussi très justement cité la lutte contre les passeurs et la nécessité d'augmenter encore notre coopération policière au sein de l'Union européenne et avec les pays d'origine et de transit pour que cette gangrène, cette activité illégale des passeurs qui est devenue le deuxième trafic illégal le plus lucratif au monde puisse trouver ici en Europe une réponse pénale appropriée. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Thani Mohamed Soilihi pour le groupe La République En Marche et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Selon un sondage d'Eurobaromètre réalisé auprès des citoyens européens en 2016, les 2 problèmes les plus importants auxquels doit faire face l'Union européenne actuellement sont la migration et la sécurité. 2 ans plus tard, ces thèmes sont toujours au cœur des préoccupations européennes. S'agissant des problèmes migratoires, l'Europe est confrontée depuis 2014 à une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, conséquence directe de la multiplication des conflits armés, notamment en Syrie et en Libye. Le principal défi est de renforcer la solidarité européenne autour des thèmes migratoires et sécuritaires. Ces thèmes
Mayotte, région ultrapériphérique de l'Union européenne depuis 2014, les connaît bien, puisqu'ils ont constitué les principaux points de revendication de la vague de contestation qui a secoué l'île durant ces 2 derniers mois. Ce département est soumis à une pression migratoire sans précédent et accuse une situation d'insécurité croissante. La pression migratoire exercée par les pays voisins sur le territoire mahorais, combinée à un taux de croissance démographique très élevé, pose des problèmes économiques et sociaux majeurs, comme l'ont montré les tensions récentes à Mayotte. Nous sommes face à une urgence nécessitant une aide optimale de l'Union européenne dans la gestion des migrations de manière durable, notamment par le biais de négociations devant aboutir à des accords internationaux et de partenariat avec les pays voisins. En effet, Mayotte connaît le taux de population en situation irrégulière le plus élevé de France, ce qui a pour conséquence directe la saturation de nos services publics, spécialement les écoles et les hôpitaux. En parallèle, le climat de violence qui sévit dans ce département français d'outre-mer de façon permanente depuis plusieurs années engendre un climat d'insécurité insoutenable. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître les moyens que compte mettre en œuvre l'Union européenne pour relever le défi des migrations, garantir la sécurité des citoyens mahorais et renforcer la prévention de la criminalité dans ce département. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Souili, la question des migrations prend évidemment à Mayotte une dimension toute particulière que le gouvernement a pleinement à l'esprit. Je voudrais revenir sur les mesures qui ont été prises par les Comores le 21 mars dernier pour interdire les reconduites de Comoriens entrés illégalement à Mayotte. Ces mesures sont inacceptables. Nous les avons publiquement condamnées. Nous sommes résolument engagés à les faire lever. Nous avons choisi de maintenir un canal de dialogue ferme et constructif avec les Comores dans une logique d'engagement d'État à État avec 2 objectifs, celui de lutter efficacement contre les filières d'immigration illégale et celui d'une stabilisation à moyen terme de la relation entre les Comores et Mayotte, qui doit passer par des actions qui traitent les sources des migrations irrégulières aux Comores et en particulier à Anjouan. Vous l'avez vu, nous avons pris par ailleurs des mesures sur les visas qui touchent à la fois les passeports officiels comoriens, mais également les demandes de visa sur passeport ordinaire. Alors, il serait prématuré de dire que les choses ont trouvé un règlement satisfaisant. Les 2 ministres des Affaires étrangères français et comoriens se sont entretenus le 19 avril dernier. Il n'y a pas encore d'accord sur la réadmission, mais nous cherchons des modalités de règlement rapides. Pour en venir à ce que l'Union européenne fait, à la fois vis-à-vis de Mayotte et vis-à-vis des Comores. Mayotte bénéficie en tant que région ultra-périphérique d'un soutien fort de l'Union européenne. Sur la période de budget actuelle, donc 2014-2020, ce sont 290 millions d'euros qui ont été versés par l'Union européenne à Mayotte, tout fonds confondus. Ce n'est pas le cas des Comores. Les Comores sont un État bénéficiaire du FED à hauteur de 68 millions d'euros. Je voudrais mettre l'accent sur un programme de coopération transfrontalière entre Mayotte et les Comores qui est financé à hauteur de 16 millions d'euros pour développer les échanges commerciaux, la santé des populations et les capacités de secours aux personnes, développer également l'accès à l'enseignement en mobilité. La question conclure, Madame la Ministre, de Mayotte et de l'importance de la pression migratoire est pleinement portée évidemment à niveau national, mais aussi auprès de nos partenaires de l'Union européenne. Chers collègues, il vous restait un peu de temps pour la réplique? Non? Non. Très bien. La parole est maintenant à Madame Esther Benbassa pour le groupe CRCE et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis intervenue récemment pour un jeune homme originaire du Darfour, Soudan, pays qu'il avait fui à l'âge de 12 ans avec sa famille. Après avoir passé plusieurs années dans un camp du HCR au Tchad, Abdel avait rejoint l'Europe par l'île de Lampedusa avant d'arriver en France.
Quelques mois plus tard, en vertu du règlement Dublin, il avait été reconduit en Italie, qui lui signifia une interdiction du territoire. Il revint donc en France. Durant ce douloureux parcours marqué par la guerre et l'exil, Abdel n'a, que ce soit en Italie ou en France, jamais été en mesure de formuler une demande d'asile. Cette situation est loin d'être unique, vous le savez bien. Elle vient toutefois illustrer sans ambiguïté la nécessité, si l'on veut que le droit d'asile ait encore un sens, de revenir sur le règlement Dublin. L'Union européenne ne s'y est pas trompée et la Commission européenne s'est attelée à la refonte de ce règlement qui détermine l'État membre responsable de l'instruction d'une demande d'asile. En France, le Parlement examine en ce moment le projet de loi Asile et Immigration sans aucune considération pour les négociations et travaux en cours au niveau européen. Ma question est simple. De quelle manière le gouvernement compte peser et quelle position il compte défendre au niveau européen afin de rendre, comme il prétend le souhaiter, le droit d'asile effectif en France et sur le territoire européen. La loi nationale s'adressant surtout sur cette question est dirigée surtout pour les futurs électeurs pour des prochaines élections. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Benbassa, vous aurez tout loisir de parler du projet de loi Asile et Migration avec le ministre d'État lorsqu'il sera soumis à l'examen de cette Haute Assemblée. Je crois qu'on peut tout dire sur ce projet, sauf qu'il a des visions électoralistes. Il est là pour faire en sorte d'améliorer la situation que nous trouvons et qui est que nous n'accueillons pas dignement les demandeurs d'asile et que nous ne raccompagnons pas de manière efficace les migrants illégaux qui se trouvent sur notre territoire. C'est donc tout sauf un projet de loi démagogique, c'était un projet de loi destiné à mieux traiter cette question. S'agissant de Dublin, le règlement de Dublin a été décidé avant la vague migratoire de 2015 et à l'évidence, cette vague migratoire a mis en difficulté les pays de première entrée qui se sont trouvés confrontés à un très grand nombre d'arrivées de demandeurs d'asile, mais de demandeurs d'asile qui, comme probablement le jeune homme dont vous faites état, n'ont pas souhaité demander l'asile dans le pays dans lequel ils sont entrés. Madame, vous levez les yeux au ciel, mais lorsque l'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie, mais enfin tout de même. Aujourd'hui, écoutez, moi je suis allée au Sud-Soudan et je vous invite à faire la différence entre ces pays et les pays européens. Et je ne voudrais pas considérer que l'Italie est un pays où il n'est pas normal de demander l'asile. Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, les pays de première entrée ont laissé passer beaucoup de monde. Ce que nous constatons aussi, c'est que les pays à travers l'Union européenne n'ont pas montré assez de solidarité. Et je prends pour exemple les pays à l'est de l'Europe, certains d'entre eux qui ont décidé qu'ils n'accueilleraient aucun demandeur d'asile, malgré une décision du Conseil européen et malgré des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est renforcer à la fois la responsabilité des pays par lesquels les demandeurs d'asile entrent dans l'espace européen et la solidarité de l'ensemble de l'espace européen. De ce point de vue, la présidence bulgare du Conseil de l'Union européenne a fait une proposition que nous soutenons, c'est-à-dire de traiter la situation soit lorsqu'elle est normale, soit lorsque une crise migratoire commence, soit lorsque cette crise s'aggrave, avec des obligations de solidarité différentes vis-à-vis des États de première entrée, solidarité financière, solidarité en expertise et solidarité en matière de relocalisation volontaire ou obligatoire lorsque la crise s'aggrave. Aujourd'hui, l'Italie n'a pas un gouvernement en mesure de porter une position. Nous attendons avec impatience l'arrivée d'un nouveau gouvernement italien pour essayer d'avancer sur une rénovation du règlement de Dublin. Il vous reste 39 secondes, chers collègues, si vous souhaitez répliquer.
Je profiterai de ces secondes pour vous dire, Madame la Ministre, que vous êtes toujours dans la rhétorique, ce qui confirme mon idée. Il n'y a pas une crise humanitaire seulement, mais surtout une crise de l'accueil. Et aujourd'hui, vous avez donné l'exemple en parlant en plus de shopping. Mais comment pouvez-vous utiliser ce mot pour des gens qui sont dans la misère, dans l'anxiété, dans le dénuement? Comment? Je me le demande. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Bonnecarrère du groupe Union Centriste pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Mes 4 prédécesseurs, Madame la Ministre, sont intervenus sur la question du droit d'asile et je le ferai également. Il n'y a donc pas de hasard si ce même point est mis en avant par l'ensemble de mes collègues. Vous avez d'ailleurs déjà un petit peu par anticipation répondu aux questions en évoquant votre souhait de plus haut niveau de responsabilité des pays de première entrée et de plus haut niveau de solidarité des pays dits de deuxième ligne. Et vous avez évoqué des perspectives sur le mois de juin. J'attendrai de votre part quelques précisions pour vraiment que nous soyons certains de la volonté d'impulsion de notre gouvernement. Première observation, le traité de Lisbonne avait changé la donne en cette matière en faisant des mesures en matière d'asile une politique commune. Donc, sauf erreur de ma part, nous ne sommes pas sur un sujet qui est soumis à la règle d'unanimité. J'aimerais savoir si ce contexte peut jouer favorablement sur la révision de Dublin III, mais aussi au-delà de Dublin III, sur les nécessaires convergences à la fois sur les procédures, je pense aux reconnaissances mutuelles entre pays européens des décisions qui pourraient intervenir, ainsi que sur le fond du droit d'asile. Je pense aussi que la question de la conditionnalité est posée, à la fois en externe et en interne. C'est ce que vous évoquiez il y a quelques secondes, Madame la Ministre, au regard du non-respect de décisions de la Cour de justice par certains pays européens. Et enfin, Madame la Ministre, j'aimerais avoir la certitude que notre gouvernement, mais aussi l'Union européenne, est active sur la question des accords dits de réadmissibilité. Vous avez eu une formule sympathique en indiquant que ceci était traité discrètement et bilatéralement. Je dois vous dire que sur le terrain, nous n'avons pas du tout les mêmes échos et en particulier les accords de la réadmission ne fonctionne pas du tout avec les pays du Maghreb ou avec les pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui est vraiment un problème, Madame la Ministre, tout simplement d'efficacité pour vous et pour le gouvernement. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Bonnecarrère. Vous avez raison, en matière d'asile, la règle n'est pas celle de l'unanimité, elle est celle de la majorité qualifiée. Ceci étant, on l'a vu pour les décisions de relocalisation qui ont été prises, elles n'ont pas été respectées par certains États membres. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de négocier une nouvelle révision du règlement de Dublin, les divisions au sein de l'Union européenne sont fortes. Nous mettons le maximum d'efforts pour parvenir à une avancée, à des progrès au mois de juin. Une avancée des progrès, ça ne veut pas dire que l'ensemble du règlement de Dublin sera révisé à ce moment-là. Nous travaillons sur une harmonisation des procédures, des délais, des critères utilisés à travers l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, le projet de loi Asile et Migration qui sera présenté à cette Haute Assemblée va dans le sens de cette harmonisation. Mais il restera encore des questions à traiter. Alors vous avez évoqué le terme de conditionnalité et au moment où on examine le prochain budget de l'Union européenne, il peut être tentant de conditionner l'octroi de certains fonds européens aux pays qui respectent les obligations de relocalisation. Le président de la République a fait une proposition un peu différente, mais qui va dans ce sens, qui consiste à considérer que participe de la politique de cohésion l'accueil des migrants. Et que dans cette logique, les collectivités qui accueillent un nombre important de migrants doivent être éligibles au fonds de cohésion. C'est à la fois un soutien pour les États qui font de réels efforts et ce sont autant de fonds qui n'iraient pas vers les États qui refusent d'accueillir quelques demandeurs d'asile que ce soit. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, il vous reste
Trentaine de secondes. Oui, vous reprenez la parole. Oui, pour exprimer un soutien à cette action, Madame la Ministre, et vous dire que c'est celle-ci qui doit être mise en valeur vis-à-vis de nos concitoyens, étant par contre beaucoup plus dubitatif sur l'effet de réforme franco-française en ce domaine. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cela a déjà été dit, la procédure Dublin ne fonctionne pas. J'aimerais avoir des éclaircissements sur votre figure rhétorique, plus haut niveau de responsabilité et plus haut niveau de solidarité. Plus haut niveau de responsabilité parce qu'il y a une certaine contradiction avec le nouveau mandat Frontex qui finalement communautarise une partie de la surveillance de nos frontières, que d'avoir un mandat Frontex qui communautarise la surveillance des frontières et de penser qu'on peut continuer à inciter et à renforcer la responsabilité des pays de première entrée en même temps, alors qu'on sait que c'est impossible. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, lorsque maintenant les frontières sont surveillées par Frontex, c'est l'Italie et c'est la Grèce et bientôt l'Espagne qui sont en avant-garde et ce n'est pas ces 3 pays qui peuvent tout faire pour le reste de l'Europe. Enfin, solidarité parce que oui, c'est bien de proposer ce que les demandeurs d'asile puissent aller dans tous les pays de l'Union européenne. Mais quelle garantie avons-nous que les procédures seront les mêmes dans chaque pays ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les procédures et les directives procédures et accueil ne suffisent pas à cela parce que les procédures nationales sont aujourd'hui complètement divergentes. Comment faire pour arriver à une surveillance sur ce sujet ? Enfin, crédibilité de la France sur ses positions. Parce que pendant que vous nous parlez de solidarité, votre gouvernement a fait voter il y a peu une proposition de loi sur l'asile européen qui, finalement, a vocation à renvoyer plus de 60% des personnes qui se proposent à demander l'asile en France en Italie ou en Allemagne. Où est, Madame la Ministre, le geste et la crédibilité de la France quand elle parle de solidarité, alors que finalement elle n'a en tête que de renvoyer les personnes qui veulent demander l'asile en France, en Italie ou en Allemagne? Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Lecomte. Renforcer les moyens de Frontex ne signifie pas donner à Frontex l'unique responsabilité sur le contrôle de nos frontières extérieures. Pour autant, le rôle qui est dévolu à Frontex est essentiel pour venir en soutien aux pays qui en ont le plus besoin. Ce que je constate et ce que nous soutenons dans le projet de budget présenté par la Commission européenne, c'est que non seulement il s'agit de porter les réserves de Frontex de 1 500 à 10 000 hommes, mais aussi de renforcer les moyens apportés aux États de première entrée pour mieux contrôler leurs frontières et de renforcer le Fonds pour l'asile et les migrations. Dès aujourd'hui, des pays comme l'Italie et comme la Grèce ont fait l'objet de soutien financier de la part de l'Union européenne pour leur accueil des demandeurs d'asile, 800 millions d'euros pour l'Italie, 1,4 milliard d'euros pour la Grèce. Nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il faut faire plus et mieux, c'est ce que propose le budget de l'Union européenne. Vous parlez de la solidarité exercée par la France. Je voudrais rappeler que la France a rempli ses obligations à la fois en matière de réinstallation depuis les pays extérieurs à l'Union européenne et de relocalisation, qu'il s'agisse de la Grèce, où nous avons rempli l'intégralité de nos obligations, et qu'il s'agisse de l'Italie, où nous avons fortement augmenté le nombre de demandeurs d'asile qui se trouvent en Italie et que nous relocalisons en France, ceci depuis quelques mois. Nous avons pris de nouveaux engagements et nous avons mis en place au Niger et au Tchad une nouvelle procédure de réinstallation et nous incitons nos partenaires européens à nous accompagner dans cette démarche qui permet d'identifier des personnes en besoin manifeste de protection et de leur éviter le calvaire de la traversée de la Libye et de la traversée de la Méditerranée. Je crois que de ce point de vue-là, nous sommes à la hauteur de nos valeurs et de nos engagements. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, il vous reste 43 secondes pour une réplique. Oui, non, oui. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, vous n'avez pas vraiment répondu sur la question de la solidarité. Vous avez répondu sur le respect des engagements de la France vis-à-vis de la relocalisation, mais c'est un petit
engagement par rapport au nombre de demandeurs d'asile qui arrivent en Italie et qui veulent déposer une demande d'asile ailleurs qu'en Italie. Cette responsabilité-là, Madame la Ministre, de finalement se cacher derrière la relocalisation pour ne pas réformer Dublin, elle sera lourde de conséquences. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Pemezec pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, on nous impose aujourd'hui une idée reçue qui est que l'immigration serait normale et que nous, les élus, serions là pour justifier cette politique d'immigration et que ce ne serait pas de la compétence des élus, mais plutôt des fonctionnaires de Paris, de Bruxelles, des associations humanitaires qui pourtant n'ont absolument aucune légitimité. Alors évidemment, je suis opposé à cette vision des choses, tout autant que je le suis à la suppression des frontières, car les frontières sont nécessaires à l'organisation de la vie ensemble, du vivre ensemble. Et même si je ne suis pas un partisan de Régis Debray, il a écrit une éloge des frontières en disant que c'est ce qui permettait l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est quoi? L'hospitalité, c'est accueillir chez soi qui l'on souhaite. Or, et c'est là où le bât blesse, une grande majorité des Français considèrent que nous ne sommes plus en capacité d'accueillir l'ensemble des populations qui veulent venir chez nous, et ils souhaitent que le nombre des personnes qui viennent soit limité et en tout cas que l'immigration soit régulée et qu'elle soit choisie. Est-ce qu'il est normal au sein de la communauté européenne que les élus ne puissent pas se prononcer sur des plafonds et sur un choix de personnes à accueillir dans notre pays en fonction de nos besoins et en fonction de notre capacité, bien sûr, à intégrer ces populations? Au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des plafonds qui sont fixés. Ce sont des démocraties évoluées et ça choque personne. Et même au sein de l'Europe, on voit aujourd'hui l'Autriche maintenir des plafonds, des quotas, et on voit l'Allemagne aussi mettre en place des quotas en ce qui concerne le regroupement familial. Alors ma question, Madame la Ministre, quand va-t-on mettre en France des plafonds et voter chaque année par le Parlement? Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pemezec, vous examinerez dans quelques semaines dans cette Assemblée le projet de loi Asile et Migration. J'ai du mal à comprendre que vous considériez qu'on retire aux parlementaires leurs compétences au moment même où on vous soumet un texte. Alors peut-être que ce texte ne correspond pas à vos orientations et vous avez indiqué que vous souhaiteriez que l'on mette en place des plafonds et des quotas. Vous avez d'ailleurs indiqué que c'était la majorité de nos concitoyens qui le souhaitaient. Je regrette de vous rappeler, monsieur le sénateur, que la majorité, elle a été décidée au moment de l'élection du président de la République et au moment des élections législatives. Et les Français n'ont pas choisi ce programme-là. C'est sans doute quelque chose que vous déplorez, mais c'est la réalité politique de notre pays. Notre responsabilité, c'est de mettre en place à la fois un meilleur accueil des personnes qui sont en besoin manifeste de protection, d'être conformes aux valeurs européennes et de respecter les conventions de Genève, et aussi, c'est vrai, de mettre une limite à l'immigration économique illégale en étant capable à la fois de mieux accompagner les migrants illégaux et surtout de trouver une solution dans les pays d'origine à l'origine de ces migrations, parce qu'on pourra décider de tous les quotas artificiels que l'on souhaite, tant qu'il y aura autant d'inégalités entre les pays et aussi peu de perspectives d'éducation, de formation et d'emploi dans un certain nombre de pays du Sud, la migration illégale continuera, quotas, plafonds ou pas. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 41 secondes, chers collègues, pour répliquer si vous le souhaitez. C'est bien ce que je craignais. On voit là une vision tout à fait technocratique, cette technocratie qui creuse ce fossé entre la population et cette technostructure. Malheureusement, je ne pense pas que ça fasse beaucoup évoluer les choses dans le sens que je souhaite. Et puis, je le répète, je ne pense pas que le président Macron ait été élu sur cette thématique. Et je crois qu'au contraire, une majorité des Français souhaitent que l'immigration soit enfin contrôlée, jugulée et en tout cas réglée, comme on gère l'ensemble des problèmes. On a des règles dans tous les domaines d'action. Je ne vois pas pourquoi on n'en aurait pas dans ce domaine précis de l'immigration. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Dominique Delège pour le groupe Les Républicains. 2 minutes, chers collègues.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Les défis de la sécurité et des migrations ne sont pas propres à notre pays, même si les chiffres concernant la France sont éloquents. Les titres de séjour augmentent de plus de 70 000 par an. Les demandes d'asile ont augmenté de 17% entre 2016 et 2017. Le coût des CADA enregistre une hausse de 9%. L'ADA augmente, elle, de 45% par rapport à 2007. Les moyens de l'OFPRA ont été effectivement augmentés, mais ne suffisent pas à instruire l'ensemble des dossiers. Et l'aide médicale, elle aussi, augmente. Autant d'indicateurs qui témoignent du désarroi et d'une forme d'impuissance des pouvoirs publics à endiguer ce flot humain pris en tenaille entre la détermination des migrants, dont certains n'ont strictement rien à perdre parce qu'ils ont tout perdu, et on peut comprendre leur détermination, le cynisme des passeurs et les inquiétudes grandissantes de nos concitoyens. Comment aborder cette situation avec autant d'humanité que de réalisme, sachant que les solutions extrêmes de fermeture des frontières ou d'accueil de tous ne sont pas réalistes? Chacun sait que le règlement de ces questions a une dimension européenne, mais vouloir tout attendre de l'Europe pour les régler nous conduirait à l'inaction, et je pense qu'il faut aller vers un rapprochement des pratiques et législations européennes. Aussi, 3 questions. Que pensez-vous d'une augmentation de la durée minimale de résidence en France pour l'acquisition de la nationalité française, 8 ans comme en Allemagne? Que pensez-vous de subordonner vraiment l'acquisition de la nationalité à une maîtrise de la langue et écarter les étrangers ayant fait l'objet de condamnations pénales, comme c'est le cas dans de nombreux pays? Enfin, certains pays ont apporté des restrictions à leur droit du sol. Êtes-vous ouvert à une évolution de notre droit du sol afin de refuser l'acquisition de la nationalité française à des enfants nés de parents en situation irrégulière? Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Je voudrais d'abord revenir sur le commentaire qui a été fait et qui qualifiait mes propos de technocrate. Ce que je voudrais dire au sénateur qui a cru pouvoir les qualifier de cette manière-là, c'est qu'en ce qui me concerne, j'ai passé plusieurs années de ma vie en Afrique subsaharienne, plusieurs années de ma vie au Maghreb, et que depuis que je suis ministre des Affaires européennes, je me suis rendue à plusieurs reprises dans des camps de réfugiés, dans des foyers de mineurs isolés. Alors je crois que je sais de quoi je parle parce que j'y ai été voir de près et pas à l'abri de mes fonctions parisiennes. Monsieur le sénateur, vous parlez de chiffres français éloquents en matière d'arrivée de migrants et de demandeurs d'asile. Que devraient dire nos partenaires allemands qui ont accueilli en 2015 plus d'1 million de demandeurs d'asile? Je voudrais le rappeler puisque vous mettez en avant une dimension européenne sur un sujet qui, vous le savez, et je crois que vous vous en réjouissez, est un sujet de compétence nationale propre, celui de l'acquisition de la nationalité. Il n'y a pas encore, et personne ne le souhaite, de politique communautaire sur l'acquisition de la nationalité dans les États membres, et donc je ne vois pas très bien ce que l'Union européenne a à voir avec tout ça. J'ai le sentiment qu'on mélange beaucoup de choses, on parle de demandeurs d'asile et on parle d'acquisition de nationalité. Mais enfin, je vous réponds puisque vous posez la question. Vous me demandez si on ne pourrait pas avoir une durée de séjour minimale avant de demander la nationalité. Il faut avoir 5 ans de résidence légale en France pour pouvoir demander la nationalité. Vous me suggérez la vérification d'une pratique de la langue française. C'est très exactement ce qui est exigé aujourd'hui de ceux qui souhaitent la nationalité, une connaissance suffisante de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, ainsi que l'adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République française. Je vous invite à vous rapprocher des personnes qui sont en cours de sollicitation de la nationalité française, à regarder ce qui leur est demandé avant de me poser la question. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre. Je croyais qu'un ministre au banc du gouvernement avait vocation à représenter le gouvernement. Et par conséquent, je m'étonne que le ministre des Affaires européennes n'ait pas une vision globale de ce que peut être la politique de la France pour défendre les intérêts de la France au niveau européen. Votre réponse confirme celle
que vous venez de faire à M. Pemezec à nouveau. Décidément, nous sommes gouvernés par des technocrates. Merci. La parole est maintenant à M. Olivier Henno pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce débat sur l'Union européenne face aux défis de la sécurité, des migrations et des frontières est attendu non seulement par nos compatriotes, mais aussi par tous les citoyens européens en ce 9 mai. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que nous avons face à nous une véritable bombe démographique. Selon les projections démographiques des Nations Unies, la seule population de l'Afrique subsaharienne pourrait passer de 960 millions d'habitants actuellement à 2 millions d'habitants d'ici 2025. C'est 2 milliards d'habitants, c'est naturellement considérable. Que l'on analyse la question à l'horizon de quelques semaines, de plusieurs années ou des prochaines décennies, le même constat s'impose. Plus que jamais, l'Europe va devoir apprendre à aborder cette question de l'immigration avec responsabilité, sous peine de voir nos démocraties submergées par le populisme. J'aborde donc ma question, elle comporte plusieurs volets. Face à cette réalité démographique, peut-on réellement tenir le cap de la différenciation stricte, je sais que c'est tabou, entre droit d'asile politique et immigration irrégulière parce que économique? Car en réalité, cela revient à accepter ceux qui meurent de peur et à repousser ceux qui meurent de faim. Cela revient surtout à nier que les véritables ressorts de l'immigration sont la misère, l'instabilité politique et l'absence de projet collectif. Enfin, alors que la gravité de la question exigerait une politique européenne intégrée ambitieuse, comment articuler cette politique avec des politiques nationales qui, en la matière, restent extrêmement diverses? Et comment aussi articuler cette politique européenne de l'immigration avec les politiques des pays situés entre le Sahara et la Méditerranée? Je veux parler des pays du Maghreb. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Henno, il est essentiel de garder à l'esprit cette distinction entre ceux qui sont persécutés à l'occasion d'un conflit ou en raison de leur race, de leur religion, de leurs croyances politiques, de leurs orientations sexuelles, d'une part, et donc tous ceux qui relèvent de la Convention de Genève, et puis celles et ceux qui se cherchent un avenir différent ailleurs que dans leur pays d'origine et dont certains font le choix d'une migration clandestine. Ce sont deux démarches totalement différentes et moi je ne peux me résoudre à ce fatalisme qui consisterait à penser que pour des ressortissants d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud, puisqu'ils sont nombreux aujourd'hui à avoir emprunté les filières des passeurs clandestins, pour certains pays, l'avenir de leur jeunesse, l'avenir des plus déterminés, des plus courageux, parfois des mieux formés, passerait forcément par l'exil. C'est évidemment d'abord la responsabilité des autorités de ces pays, mais c'est aussi notre responsabilité de pays partenaires de travailler, comme je le disais tout à l'heure, à un développement qui fasse que, par exemple, la croissance économique que l'on constate aujourd'hui en Afrique se traduise véritablement en développement humain, en possibilité de formation, d'emploi et en confiance dans l'avenir pour ces jeunes. Sinon, quelle alternative avons-nous? Si l'Afrique se développe, nous aurons un partenaire de croissance sur lequel nous pourrons nous appuyer. Si le destin de jeunes sahéliens en particulier consiste à aller chercher nécessairement un avenir ailleurs qu'en Afrique, ici en Europe, où nous ne pouvons pas tous les accueillir, nous aurons de moins en moins de personnes qualifiées en Afrique, de plus en plus de tensions et donc de plus en plus de crises à gérer parce qu'elles auront des conséquences sur notre sol. Madame la ministre, chers collègues, il vous reste 37 secondes pour une réplique. Oui, Madame le ministre. Je pense, j'ai la conviction que la véritable frontière en matière d'immigration sera demain le Sahara et pas la Méditerranée. Et en tant que telle,
l'Union euro-méditerranée reste une bonne idée. Elle n'a d'ailleurs pas échoué sur ses objectifs, mais du fait des révolutions arabes et de la crise financière de 2008. Et donc, nous pensons, et je pense qu'il est temps de réexplorer cette idée et de travailler à sa mise en œuvre. Je vous remercie. Madame la ministre, on a l'impression, franchement, que tous ces débats ne servent à rien. Voilà. Moi, j'ai voté non à Maastricht. Après, je suis devenu quasi un gentil garçon européen. Mais franchement, quand on voit les débats européens sur les problèmes d'immigration, on se demande si on est sur la même planète. Parce que, dans la pratique, soit ce sont des débats très techniques et on change à la marge, soit on n'aborde pas les vrais problèmes. Que ce soit Mme Merkel en juillet dernier, que ce soit le président de la Commission des Affaires européennes en octobre, que ce soit l'actuel président de la République qui, lorsqu'il était candidat, parlait d'un plan Marshall pour l'Afrique, en disant si on veut réguler l'immigration, il faut se décider à mettre des moyens sur un plan Marshall pour l'Afrique. Parce que sinon, de toute manière, et quelles que soient les bornes, les règles, les réglementations, quand vous aurez l'explosion démographique de l'Afrique, où voulez-vous qu'ils aillent, sinon, par définition, vers l'Europe? Or, je constate que le Parlement européen, la Commission européenne, n'avancent pas d'un iota sur ce sujet. Le budget européen est ridicule, on va donner 3 francs 6 sous, 3 euros 6 sous à l'un, 2 euros 6 sous à l'autre, mais en réalité, il n'y a pas de plan Marshall, il n'y a pas de décision d'investissement, il n'y a pas de vraie politique qui consisterait à dire quelle est la source de l'immigration, comment peut-on aider, régler et faire en sorte que ces hommes, ces femmes n'aient plus besoin de venir vers l'Europe. Tant qu'on ne fait pas ça, pardon, Madame la Ministre, c'est du bricolage. Alors on va continuer. Moi, je suis pour le contrôle des frontières. Je suis pour la révision de Dublin. Je suis pour la révision de Schengen. Je suis pour une politique plus ferme en matière d'immigration. Mais je suis aussi pour le fait qu'il y ait un vrai plan Marshall, et nous en sommes très loin. Que fait la France en la matière? Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Carucci, j'espère ne pas vous effrayer, mais je crois que je suis d'accord avec vous. C'est le 9 mai. C'est une fois par an. Mais je vous promets, je ne le répéterai pas. Je voudrais tout de même vous rassurer, l'Union européenne est le premier donateur d'aide à l'Afrique. Tout confondu, pays membres plus Union européenne, ce sont 19 milliards d'euros d'aide au développement qui viennent d'Europe vers l'Afrique chaque année. S'agissant de l'aide plus spécifiquement destinée à lutter contre les migrations, le FFU, le Fonds fiduciaire d'urgence, atteint 3 milliards d'euros et nous allons chercher à le réabonder à la fois avec des crédits européens et avec des crédits des États membres. En ce qui concerne la France, vous connaissez l'engagement du gouvernement à monter l'aide au développement à 0,55% du PIB et à concentrer cette aide au développement en direction de l'Afrique et je dirais en Afrique, en direction des pays qui en ont le plus besoin et qui se trouvent au Sahel. Je n'ai parlé que d'aide au développement, je n'ai pas parlé de notre action militaire qui sert aussi à la stabilisation de cette partie de l'Afrique, à la lutte contre le djihadisme, autant de facteurs qui peuvent être des raisons pour lesquelles des Africains choisissent de migrer vers l'Europe et ce faisant, par notre action nationale avec Barkhane, mais pour laquelle nous sommes rejoints notamment par des partenaires européens, nous contribuons à la stabilisation du Sahel et nous contribuons à la lutte contre les origines des migrations. Merci Madame la Ministre. 30 secondes, chers collègues. Pour une réplique, oui, vous avez le droit. Mais j'espère bien, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, j'entends bien. Mais moi, je suis, franchement, et je pense que beaucoup de Français, beaucoup d'élus sont pour une politique de meilleur contrôle à l'entrée sur le territoire. Pour une politique qui ne soit pas du droit d'asile à tout va, parce que ça n'a plus de sens. Quand il y a 102 000 demandeurs d'asile, ça veut dire que ce ne sont pas uniquement des gens qui fuient les persécutions. C'est comme ça, et si on veut respecter le droit d'asile, il faut le ramener à sa vraie valeur. Mais en même temps, comme dirait le Président, je suis conscient du fait que si on ne change pas la donne chez nos voisins, eh bien, nous serons perpétuellement sous la pression. Faites les deux, Madame la Ministre.
Voilà donc pour ce débat dans l'hémicycle sur l'Union européenne face aux défis de la sécurité, des migrations et des frontières, un débat demandé par la Commission des affaires européennes du Sénat. Et vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.